Pour cette rencontre herberie.info, nous avons le plaisir d'accueillir la docteure Evelyne Bourdu-Arroy, médecin, et Sophie Roland, neurobiologiste, qui sont deux spécialistes de la santé métabolique. Nous allons parler alimentation et non-alimentation et inversion de maladies métaboliques. Bon, merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Evelyne de participer à ce petit échange transatlantique pour que vous partagiez votre expérience de l'inversion du diabète et du surpoids. Ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse parler de ça parce que ça me semble vraiment extrêmement important qu'on propose d'autres solutions aujourd'hui. Alors pour commencer, je voudrais savoir si vous seriez d'accord pour vous présenter extrêmement rapidement et puis chacune nous faire part de comment est-ce que vous en êtes venue en fait à choisir ce chemin-là, au niveau professionnel et je crois aussi au niveau personnel. Qui est-ce qui commence? Oui, je vais commencer. Je suis docteur Evelyne Bourdu-Arroy, médecin de famille au Québec depuis 2015. Je suis venue à m'intéresser au lien entre les habitudes de vie, l'alimentation, la non-alimentation, le jeûne et les maladies chroniques liées au style de vie. D'expérience personnelle, en fait, j'en ai entendu parler. J'ai trouvé ça un peu fou quand même. Mais je me suis lancée, j'ai eu des résultats et je me suis dit, eh bien, il faudrait que j'en fasse profiter mes patients et que à tout le moins, je leur offre cette option thérapeutique parmi l'éventail des options thérapeutiques standards qui sont offertes en médecine là, pour le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, la stéatose hépatique, etc. Et donc, j'ai commencé à intégrer ça dans ma clinique dans ma pratique clinique vers 2016 et ça m'a amené beaucoup de succès personnel mais aussi avec mes patients et donc c'est devenu un peu ma mission depuis ce temps-là de faire connaître cette option qui n'est pas pour tout le monde mais je pense que tout le monde mérite de savoir que c'est une option qui existe et qu'on pourrait choisir, qui est efficace, qui n'est pas dangereuse et qui fonctionne extrêmement bien si on lui donne sa chance. Donc, voilà un peu pour moi. Je suis aussi auteur et co-auteur de 8 livres maintenant, dont 2 qui sont publiés en Europe. On a publié au Québec un livre qui s'appelle Le Grand Livre du jeûne. En Europe, il s'appelle Comment jeûner. Évidemment, c'est un livre sur le jeûne à la façon nord-américaine, disons, comment utiliser le jeûne dans la vie de tous les jours comme outil thérapeutique. Donc, ce n'est pas du tout le même genre de jeûne qui est mieux connu en Europe, le Buchinger, randonnée, jeûne et randonnée, etc. Et on a publié aussi Inverser le surpoids et le diabète de type 2 avec le protocole Reversa, Sophie et moi, aux éditions Territoire. Donc, j'écris des livres avec Sophie, on donne des conférences, on essaie de vulgariser, on essaie de présenter sur le sujet au plus grand nombre de gens possible pour essayer de faire connaître cette chose et c'est ça, c'est devenu notre mission et moi c'est ma nouvelle façon de m'alimenter et de fonctionner, de manger, de jeûner, etc. Donc ce que j'enseigne à mes patients, c'est ce que j'applique dans ma propre vie aussi. D'accord, merci beaucoup. Je mettrai la liste de tes ouvrages, bien sûr, sous la vidéo. Et donc toi, tu me dis bien que tu pratiques ça dans ta vie aussi. Tu mets en pratique tout ce protocole d'accompagnement de tes patients. Moi, je ne suis pas personnellement malade. Je me suis auto-guérie. J'ai amélioré ma propre santé métabolique qui battait de l'aile, disons, à la fin de mes études en médecine et après 2 grossesses, etc. Donc, j'étais pas en très bonne santé métabolique, mais je n'étais pas diabétique, disons. Donc, j'applique pas le protocole pour les diabétiques ou les gens qui ont la stéatose hépatique, mais les grands principes, dans le fond, d'une bonne hygiène de vie, de bonnes habitudes de vie pour favoriser une santé métabolique optimale, très certainement chaque jour, tous les jours. Et surtout, ça a donné aussi une nouvelle énergie peut-être à ta conviction de médecin généraliste. On pourrait même dire que ça m'a sorti du désespoir de mon travail comme médecin en médecine familiale parce que en fait, la médecine, c'est ma deuxième carrière. En fait, avant, j'étais traductrice dans le domaine pharmaceutique, anglais, français, espagnol. Et je suis allée en médecine avec l'espoir de changer le monde, de changer les choses, de faire une différence dans la vie des gens. Malheureusement, après 9 années consacrées à mon retour aux études et à mon changement de carrière, quand j'ai commencé à pratiquer comme médecin de famille, je me suis bien rendu compte
que la médecine moderne, du moins celle qui est pratiquée en Amérique du Nord, elle est extrêmement axée sur les médicaments, donc très pharmacocentrique, très chirurgico-centrique, et que il y a beaucoup moins, il y a pas de très peu de prévention et il y a très peu aussi de regarder l'ensemble du problème pour lequel le patient se présente et d'essayer d'aller trouver la racine de ce problème-là. On est plus dans une médecine où il y a un symptôme et donc on trouve le bon médicament qui va aller avec ce symptôme-là et voilà, on a fait du beau travail. Et j'adhère moins à cette façon de pratiquer la médecine et ça m'a beaucoup déçue parce que je venais d'investir 9 années de ma vie, de ma jeunesse, où je n'ai pas vu le soleil pendant 90 ans pour faire quelque chose qui ne me ressemblait pas du tout et qui me laissait complètement insatisfaite à la fin de la journée parce que je ne changeais rien, à mon avis, dans la vie de mes patients, dans la santé et le bien-être de mes patients. Et donc, tout ça avait été complètement inutile. Et je me suis rendu compte que ben finalement, j'aimais pas du tout la médecine et que je ne voulais pas de ça. J'ai appris qu'on pouvait faire mieux, qu'on pouvait utiliser l'alimentation, les habitudes de vie, qu'on pouvait creuser, aller trouver les racines du problème, travailler les racines et que c'est là que les vrais changements s'opéraient et que c'est là que les vraies améliorations se manifestaient et que là, enfin, mes patients allaient mieux. Ils revenaient me voir en disant, je vais mieux, mes glycémies sont plus belles, j'ai perdu du poids, ma pression artérielle a baissé, je n'ai plus de brouillard cognitif, j'ai de retrouver ma vitalité. Quand les patients revenaient et allaient mieux, eh ben là, j'ai commencé à pratiquer de la vraie médecine selon moi, en fait. Et selon Hippocrate Ça aussi. m'a redonné, voilà, et ça m'a redonné le goût de faire de la médecine, mais de la médecine autrement. Bien sûr, je vous dis ça, mais je suis pas en train de dire, ben, avec moi, on ne parle que d'alimentation, on ne parle plus de rien d'autre. C'est pas vrai, mais je pense qu'on est peut-être trop dans l'extrême maintenant avec les médicaments et les chirurgies. On a oublié la base de la médecine, et donc d'allier les deux ensemble. On commence par la base des habitudes de vie, on utilise les chirurgies, les médicaments, etc., comme des outils qui peuvent nous aider. Mais le cœur de l'approche n'est pas basé sur une pilule, sur un comprimé, sur un cachet. La base de l'approche doit d'abord être centrée sur les habitudes de vie et sur la recherche et la découverte des causes profondes, des racines profondes des problèmes pour lesquels les patients consultent. C'est tellement juste, ça résonne tellement avec ce que je ressens. Et pour toi, Sophie, c'était également pareil. Il y a quelque chose dans ton chemin de vie qui t'a amené à rejoindre en fait ce processus-là. Oui, exactement. En fait, moi, je suis neuroscientifique et je suis en attente de mon titre, ben pas un titre en fait, mais de mon acceptation de maîtrise en nutrition que j'ai terminée il n'y a pas si longtemps. La neuroscience, c'est une deuxième carrière pour moi aussi. Evelyne et moi, on a des parcours qui se ressemblent en étant différents, mais une deuxième carrière, retour aux études, 4 enfants, dont 3 bébés, 3 garçons qui, en grandissant, ont reçu un diagnostic de trouble de déficit de l'attention. Moi, j'ai le parcours du combattant pour la perte et le gain de poids, c'est-à-dire que toute ma vie, j'ai eu des fluctuations au niveau de mon poids. Ça a été un défi constant. Et puis, quand j'ai terminé mes 10 ans d'études en 2018, j'étais une locumène, en fait. C'est 10 années d'études avec les enfants, 4 enfants, 3 bébés, 3 garçons, déficit de l'attention et toute la logistique que ça demandait m'ont complètement épuisée et mise à terre. Et puis, considérant aussi le fait que j'ai un trouble d'anxiété avec lequel je vis depuis toujours, j'ai terminé mes études sous médication, euh, avec raison, parce que j'aurais pas réussi à terminer. Puis, ça faisait longtemps qu'une personne près de moi me parlait d'alimentation cétogène. Puis, ayant fait des études dans la faculté de médecine, puis n'en ayant pas du tout entendu parler, pour moi, c'est
c'était surprenant, on va le dire. C'était choquant même à la limite. Et je voulais pas vraiment en discuter avec cette personne-là qui m'en a parlé pendant 6 mois quand même. Et puis, cette fois-là, ce matin du mois d'août, où est-ce que j'étais complètement à terre et qui m'a dit juste, mais pourquoi tu essayes pas? L'acéto, tu perds quoi? C'est juste de l'alimentation. C'est vraiment cette phrase-là qui a résonné. Puis de suite, la scientifique en moi a commencé à faire des recherches sur les moteurs de recherche de sciences où je cherchais ketogenic diet et troubles de l'humeur, anxiété, dépression et tout ça. Et tout ce que je lisais, c'était positif. C'était pas des grosses études randomisées, contrôlées, 1000 participants, mais beaucoup de case reports, de rapports de cas, beaucoup de positifs. Puis je me suis dit, effectivement, c'est juste de l'alimentation. Je perds quoi à essayer? Et c'est comme ça que mon mari et moi, on a commencé une alimentation cétogène, vraiment très, 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 très réduite en glucides. Et voyant le changement majeur sur un, mon anxiété et deux, sur le trouble de déficit de l'attention de mon mari, évidemment, les enfants, ils prennent pas ça dans le sac de la cigogne, hein. Donc, hérité du papa. Voyant les changements majeurs chez nous, on a décidé de passer notre famille céto. Donc, en septembre 2018, nous, on adoptait une alimentation cétogène pour toute la famille. Ça a été un changement majeur dans la dynamique familiale. Si quelqu'un qui nous écoute vit avec des enfants qui ont un trouble de déficit de l'attention, ou encore eux-mêmes, hein, parce que beaucoup d'adultes encore vivent avec un trouble de déficit de l'attention, moi, mes enfants étaient extrêmement demandants. Il n'y avait pas l'hyperactivité, mais beaucoup, beaucoup d'inattention et donc répéter constamment. Et ça, c'est vraiment usant pour un parent. Puis, il arrive aussi à un moment donné qu'on ne sait plus comment agir avec nos enfants. En fait, on a tout essayé, la récompense, la punition, les tableaux d'émulation, le retrait. Puis, quand on n'a pas l'effet escompté, on se sent impuissant comme parent et je me suis longtemps sentie impuissante ou même incompétente comme parent. Et le fait de changer l'alimentation, de retirer tous les aliments transformés, on s'entend. Donc, à la maison, on mange de la viande, du poisson, des œufs avec des légumes, des fruits, des noix, des graines, mais rien, pas de pâtes, pas de pain, pas de riz, pas de quinoa, pas de légumineuses. Ça l'a très, très, très rapidement. On a vu un changement dans le comportement de mes enfants, un changement majeur majeur, majeur, si majeur que de connivence avec la pédiatre de mes enfants, on a commencé à diminuer les psychostimulants. Et mes enfants ont été complètement sevrés au terme de quelques mois, plusieurs mois en fait, là, 7 ou 8 mois. Mes enfants ont arrêté complètement de prendre des psychostimulants. Aujourd'hui, mes enfants sont devenus des adolescents et un jeune adulte parce que mon fils a 18 ans. Mais mes enfants ont ces bases-là d'alimentation plus vraie, plus fraîche, moins transformée. Évidemment, ça reste des adolescents, mais ils ont ces bases-là de l'importance de l'alimentation. Et quand mes enfants dérogent, tout de suite, ils le voient sur leur énergie, sur leur capacité de concentration à l'école et tout. Donc, mes enfants en parlent à leurs amis, donc on voit que nos enseignements, même s'ils ne sont pas toujours évidents, que ça reste là en arrière. Donc pour nous, ça a été un changement majeur. Et comme Evelyne, ce qui a fait en fait que je suis tombée dans le monde de la santé métabolique en partenariat avec Evelyne, on travaille ensemble depuis 2019. On a une complicité et une synergie incroyable. Donc, on continue de travailler ensemble. Mais il reste que au niveau de l'application, tout comme Evelyne, je mange assez tôt encore à la maison, mon mari aussi, mes enfants. Puis on jeûne, mon mari et moi, on jeûne régulièrement. Donc, on a gardé ces habitudes-là, ayant compris depuis longtemps que c'était le type d'alimentation qui nous convenait dans notre contexte à nous et qui nous redonnait la santé. Et que tu as envie de faire partager, du coup. Évidemment, évidemment, Evelyne l'a parfaitement nommé tantôt. Quand les gens qui viennent soit en rendez-vous médical avec Evelyne ou encore en coaching avec moi, quand ils reviennent puis ils disent: «Oh mon Dieu, je me suis jamais sentie aussi bien, puis j'ai l'impression de rajeunir, puis j'avais tout essayé, j'étais vraiment découragée, puis j'ai enfin trouvé ma recette à moi.» Ça, c'est un cadeau incroyable de voir la vie revenir dans les yeux des gens, d'avoir
des gens qui pensaient que c'était terminé parce qu'ils avaient tout essayé, ça n'avait pas fonctionné, ils étaient découragés, ils pensaient que c'était eux le problème, ils trouvaient que eux se sabotaient ou qu'ils n'avaient pas la motivation nécessaire ou, tu sais, on a une façon assez particulière de s'auto-flageller hein, quand ça ne fonctionne pas, alors que quand ce n'est pas la bonne recette pour nous, ben voilà. Ben, être bien accompagné, ça fait partie du succès aussi. Oui, c'est sûr. Le nombre de patients ensemble qu'on a accompagnés, supervisés dans l'inversion de leur maladie chronique, hein, parce que les maladies chroniques en médecine moderne, je présume en France, c'est comme au Québec. Par exemple, le diabète de type 2, c'est considéré comme une maladie chronique et progressive. Autrement dit, il n'y a rien à faire. Elle va, cette maladie, se détériorer au fil du temps jusqu'à la mort. C'est chronique, c'est progressif. Donc, c'est une fatalité. Alors que on sait maintenant et on est allé se faire former avec Dr. Jason Fung qui a écrit Code d'obésité, Code diabète, le guide complet du jeûne. Bon, c'est un néphrologue de Toronto qui utilise beaucoup le jeûne dans son approche avec ses patients. Et il nous a formés à utiliser le jeûne et la réduction thérapeutique des glucides, qui peut être cétogène, mais qui n'est pas forcément cétogène, qui peut être tout simplement faible en glucides. La large famille des alimentations faibles en glucides qui inclut le cétogène, mais qui n'est pas exclusivement le cétogène. Maintenant, on appelle ça la réduction thérapeutique des glucides. Donc, Dr. Jason Fung nous a formés à utiliser le jeûne comme outil thérapeutique et avec ou sans la réduction thérapeutique des glucides. Et donc, quand on utilise ça en clinique, quand on propose ça à nos patients qui souffrent, qui sont atteints de maladies considérées comme chroniques et progressives, mais qui en réalité ne le sont pas, et qu'on accompagne ces gens dans une inversion de la maladie, que ces gens commencent à retrouver tranquillement pas vite. Au lieu qu'elle soit chronique et progressive, elle est déprogressive. En fait, on peut faire un 180 degrés et repartir dans l'autre direction tranquillement pas vite, un pas à la fois vers l'avant, vers une amélioration de la santé. Quand on a fait des dizaines et des dizaines, même on est rendu à je dirais des milliers, hein, Sophie, d'inversions de maladies chroniques liées au style de vie et qu'on a accompagné des gens vers la santé, mais on ne peut pas dévoir ce qu'on a vu, on ne peut pas désavoir que c'est possible et que ça existe. Et ce qui est l'une des choses qui est les plus choquantes pour nous, qui est la plus fâchante ou qui est le plus décourageante, en fait, c'est que ça ne se sait pas, ça ne se crie pas sur tous les toits et que tous les professionnels et tous les gouvernements et tous les systèmes de santé sur la planète ne sont pas en train de sauter sur cette approche et de l'intégrer parce que pour les gens, c'est un retour à la santé. Pour des systèmes de santé comme public, comme au Québec ou comme en France, c'est des économies potentielles de milliards d'euros. Et donc, que ça existe, que ça soit possible, que ça soit même pas si difficile ou si compliqué, que ça prenne même pas beaucoup de temps. On parle de quelques semaines à quelques mois. Pour nous, c'est une aberration. C'est très fâchant, c'est très frustrant et c'est pour ça qu'on écrit des livres et on donne des conférences et qu'on a cette jazzette avec toi, cette discussion avec toi aujourd'hui. Ça fait partie de la mission qu'on a dans le cœur d'en parler pour que ça se sache. Malheureusement, Annelise, tu peux t'imaginer que nous ne sommes pas des compagnies pharmaceutiques, que nous n'avons en fait rien à vendre. Moi, si vous achetez pas mes livres, jamais, ça change rien dans ma vie. Ces livres-là n'avaient jamais aucune aspiration financière. J'ai pas écrit ça pour faire de l'argent. C'est beaucoup plus payant pour moi de juste faire de la clinique et de ne pas prendre des centaines d'heures pour écrire un livre. On n'a rien à vous vendre. On n'a pas de méga giga budget comme les compagnies pharmaceutiques ou les compagnies agroalimentaires. Donc, c'est sûr que de nos jours, faire connaître quelque chose, c'est une question de marketing aussi. C'est une question d'avoir des budgets, d'en parler, d'embaucher des gens qui vont faire de la publicité. On n'a rien de tout ça, nous. Mais on n'est pas les seuls à dire ça parce que si ceux qui nous écoutent actuellement ou qui nous regardent pensent qu'on est deux folles dans notre petit Québec comme ça à dire des affaires que personne d'autre ne dit. Non, on est des centaines de professionnels de la santé sur la planète à faire la même chose dans la clinique. Et notre voix gagne en force
et on est de plus en plus nombreux parce que on n'est pas les seuls à avoir vu et à ne pas être capable de dévoir. Il y en a plein d'autres aussi, des cliniciens qui l'ont vécu personnellement ou qui ont vu un proche changer comme ça et qui ont compris que c'était possible de renverser le diabète de type 2 malgré ce qu'on nous a enseigné sur les bancs de la faculté de médecine. Donc, on est de plus en plus nombreux sur la planète, mais pour l'instant, on ne fait pas le poids contre, disons, le reste du monde qui est en inertie ou qui est conservateur ou qui fait les choses comme ça a toujours été fait ou qui a intérêt à ce que les choses ne changent pas. Donc, si vous avez jamais entendu parler du fait qu'on peut inverser le diabète de type 2, c'est pas parce que c'est pas vrai, c'est parce que la vague, elle s'en vient, mais pour l'instant, elle est un peu timide et on y contribue tout le monde, mais c'est encore une vague qui commence à déferler seulement. Est-ce que le gouvernement canadien ou le gouvernement québécois, je ne sais pas comment ça marche au niveau de l'assurance santé, prend un petit peu en charge au moins le suivi des patients, de vos patients? Est-ce que tu parles de nos patients, Sophie, à moi, ou des patients? Oui, de vos patients à Sophie et toi. Ben, en fait, avant, quand on avait lancé un programme qui s'appelait la Clinique Reversa, c'était un programme à but non lucratif. Les patients devaient payer pour venir nous voir et suivre le programme d'inversion pendant 6 mois. Et ça, ce n'était pas subventionné par le gouvernement du Québec parce que, bien sûr, c'est une approche un peu trop nouvelle. On n'avait pas obtenu de subvention ou de soutien financier. Donc, les gens payaient pour venir nous voir. Et on a proposé moi j'ai proposé d'aller bénévolement dans un hôpital faire ce même travail-là. Les spécialistes dans les hôpitaux, dans l'hôpital que j'ai approché m'ont dit bon, on n'en voit pas vraiment l'utilité. C'est plus ou moins intéressant votre approche, docteur. J'ai proposé de monter des formations pour mes collègues médecins aussi. On m'a répondu la même chose. Bon, ils voient pas l'intérêt. Donc, il n'y a pas pour l'instant de la part du gouvernement du Québec. Au Canada, la santé, c'est par province, dans le fond. Donc, l'assurance santé québécoise, ben, elle est autonome et indépendante. Et pour l'instant, il n'y a pas un gros intérêt, même s'il y aurait des grosses économies à faire, hein, parce que les médicaments et les soins de santé sont assurés par le gouvernement majoritairement. On peut aller un peu au privé, mais c'est majoritairement public. Et donc, il y aurait des économies, bien sûr, parce que le diabète, ne serait-ce que cette maladie-là, puis il y en a plusieurs qu'on peut inverser. Mais si on ne fait que parler, par exemple, du diabète de type 2, ça coûte une fortune donner des médicaments chaque jour, tous les jours, à un diabétique de type 2 qui ne va que se détériorer avec le temps. Donc, comme médecin de famille, ce qu'on fait, hein, c'est qu'on donne un premier médicament, on augmente les doses, on en donne un deuxième, on augmente les doses, ça fait toujours pas, on en donne un troisième, et puis finalement, on aboutit à l'insuline et les doses sont sans cesse croissantes. Et il y a des insulines, des nouvelles insulines rapides, etc., qui ont encore des brevets qui coûtent une fortune. Et bien sûr, on ne parle que des médicaments, mais ces gens-là, ils ont des problèmes avec leur rein, donc ils doivent être suivis en néphrologie, ils ont des problèmes avec leurs yeux, ils doivent être suivis en ophtalmologie, ils ont des problèmes avec les sensations, les doigts, les pieds sont suivis en neurologie. Physiothérapie, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de coûts qui sont associés à ce problème de santé-là, qui est chronique et progressif, donc qui ne va que s'aggraver dans le temps, se détériorer et coûter de plus en plus cher. Malgré cela, pour l'instant, le gouvernement du Québec ne s'intéresse pas à peut-être investir dans une clinique ou un programme, un projet pilote et voir est-ce qu'on serait capable de faire des économies. Mais je pense que c'est dans l'air du temps, du moins au Canada ou au Québec, de ne pas investir dans la prévention, d'investir plutôt dans les nouvelles chirurgies, les nouveaux médicaments, les nouvelles approches thérapeutiques, d'y aller plutôt de manière pharmacocentrique que d'aller en amont et de dire, ben, on peut payer maintenant pour les 5 médicaments des diabétiques de type 2 où on pourrait prévenir cela ou retourner en arrière. L'argent qu'on mettrait sur ces gens-là, on l'éviterait plus tard en médicaments. On n'en est pas là tout à fait, ni avec les maladies chroniques liées au style de vie, ni avec quoi que ce soit. En fait, au Québec, on n'est pas du tout dans une optique de prévention. On dirait qu'on est dans une optique d'éteindre les feux. En fait, d'essayer de gérer maintenant,
tous les problèmes de santé que les gens ont actuellement. Et les gens sont malades. Les gens sont très malades. Je pense que vous l'êtes beaucoup moins en Europe, mais en Amérique du Nord, ça ne va pas bien. Et en général, le mouvement que moi j'observe, c'est il se passe des choses aux États-Unis, surtout, mettons, dans le sud, ça monte dans le nord, dans les États de l'Est des États-Unis, et puis ça s'en vient au Canada anglais, ça traverse au Canada français, et puis hop, on vous envoie ça de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, les taux d'obésité, par exemple, on voit que les États-Unis ont des taux d'obésité beaucoup plus importants que les nôtres au Canada, mais si on recule quelques années, en fait, on les suit. La vague, elle suit. Et vous avez beaucoup moins d'obésité en Europe, mais vous en avez beaucoup plus maintenant que vous en aviez il y a 20 ans. Donc, peut-être que vos taux actuels correspondent à nos taux il y a 10 ans, 20 ans, et nos taux actuels correspondent à ce qu'il y avait aux États-Unis il y a 10 ans, 20 ans. Bref, il y a une espèce de montée, en fait, dans les maladies chroniques. C'est pire chez nos voisins du Sud, mais ça s'en vient chez vous aussi, en fait. Ce que j'aime beaucoup dans votre approche, c'est d'une part le côté éducation que toutes les deux vous mettez. Je viens de finir ton livre, en fait, le magnifique livre Inverser le diabète et le surpoids. J'adore beaucoup cette approche d'éducation, d'éduquer les patients, de leur expliquer les choses et puis aussi de leur redonner leur pouvoir. Et que ça change tout de redonner le pouvoir aux gens. Et ça va tout à fait avec ce que tu disais jusqu'à présent. Ne plus avoir le pouvoir de décider pour sa santé. Et dans votre démarche à toutes les deux, vous redonnez le pouvoir. Ça doit faire une sacrée différence quand même. Mais en fait, je pense que c'est malheureusement quelque chose qui est survenu dans la médecine qui n'aurait jamais dû survenir, c'est-à-dire cette espèce d'attitude de c'est moi le médecin, c'est moi qui sais, c'est moi qui vais vous dire ce que vous allez faire. Et je trouve que c'est dommage parce que ce n'était pas du tout le concept de Hippocrate jadis et que c'est très arrogant de la part des médecins de croire que c'est seulement eux qui ont les connaissances, qui ont le savoir et donc qui peuvent prendre des décisions. Clairement, on n'a pas toutes les connaissances. Clairement, on n'a pas tous les savoirs et les savoirs évoluent avec les connaissances, évoluent avec le temps. Donc, même aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas. Même dans le corps humain, il y a encore toutes sortes de mystères qui persistent. Donc, d'avoir cette arrogance de dire, c'est moi qui sais, c'est moi qui vous dis, et vous faites. Ça, c'est très paternaliste comme approche et ça n'a jamais eu sa place en médecine, mais ça ne devrait très certainement plus avoir sa place en 2024. On devrait se rappeler que la santé, c'est d'abord et avant tout soi-même. Puis nous devons choisir notre santé pour nous-mêmes, première des choses. Deuxième des choses, c'est nous le principal acteur là-dedans. C'est nous qui allons faire des choix de vie, d'attitude, de pensée, d'action pour améliorer notre santé, optimiser notre santé. Et notre médecin et nos autres professionnels de la santé, notre coach, notre pharmacienne, notre infirmière pivot, notre massothérapeute, notre acupuncteur, bref, les gens qu'on veut qui gravitent autour de nous pour nous aider à optimiser notre santé, ce sont des conseillers. Ce sont des gens qui nous apportent des outils, nous permettent de réfléchir, nous permettent d'essayer des approches, etc. Mais ce ne sont en aucun cas ni le médecin ni qui que ce soit autour de nous. Ce ne sont pas les gens qui doivent nous dicter, nous imposer quoi faire. Parce que quand on fait ça, effectivement, comme tu dis, Annelise, que c'est nous c'est le médecin qui a le contrôle. Et puis, comme patient, on doit subir, on doit souffrir, on doit attendre, on doit se faire dire quoi faire, puis essayer de le faire du mieux qu'on peut. Mais non, il faut reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle parce que ça part de soi. Complètement. Sophie, je voulais savoir si c'était la même chose avec le protocole que vous proposez et ce qu'on a entendu sur le jeûne lors du Congrès international du jeûne, c'est-à-dire le bien-être qui est apporté. Au niveau neurologique, est-ce que tu as des pistes pour ça, pour expliquer comment ça pourrait marcher, que ce soit à la fois le jeûne ou que ce soit le régime cétogène? Qu'est-ce qui pourrait faire que, en même temps qu'on transforme sa santé physique, on se sent mieux? Est-ce que tu as des pistes? En fait, oui, oui, certainement. On sait,
le pancréas, un de ses rôles principaux, c'est de sécréter de l'insuline. Pourquoi? Pour que la glycémie des gens, le taux de glucose sanguin, soit maintenu le plus stable possible. Quand le taux de sucre sanguin monte trop haut, ça brise l'intérieur des vaisseaux sanguins, ça brise les neurones. OK? Donc, ça, c'est le principe à la base. Ça s'appelle la glucotoxicité. Donc, évidemment, dans l'état d'équilibre du corps, dans l'homéostasie du corps, maintenir la glycémie dans des zones physiologiques normales, on ne parlera même pas d'optimal aujourd'hui, on va juste parler de normal, le pancréas joue un rôle clé. Quand on a des montagnes russes de glucose sanguin et d'insuline pour essayer de gérer tout ça, évidemment, ça crée ça a plusieurs conséquences. Oui, à travers le corps, mais aussi au niveau du cerveau. Le cerveau, on a longtemps pensé qu'il carburait uniquement au glucose. Donc, si vous avez fait des cours en sciences, si vous avez fait des cours en médecine, si vous avez fait des cours de physiologie, d'anatomie, on vous a dit que le cerveau était dépendant du glucose. C'est vrai pour certaines cellules. Pareil comme il y a des cellules du corps humain qui sont dépendantes au glucose. Le meilleur exemple, c'est les globules rouges. Les globules rouges n'ont pas de mitochondrie. Donc, leur seule façon de faire un peu d'ATP, c'est à travers la glycolyse parce que ça se passe à l'extérieur de la mitochondrie. Donc, les globules rouges sont effectivement dépendants du glucose pour faire leur petite molécule d'énergie pour bien fonctionner. C'est faux de penser que le cerveau, toutes les cellules nerveuses, que tout le cerveau carbure uniquement au glucose. C'est faux. Et oui, certaines, mais pas toutes. Et là, on a de nombreuses études scientifiques, des démonstrations avec de l'imagerie qui nous démontrent que le cerveau est capable d'utiliser d'autres carburants, dont les corps cétoniques. Évidemment, dans un contexte où on a une alimentation qui est trop chargée en glucides, le foie ne va pas créer de corps cétonique, c'est inutile. Il y a suffisamment d'énergie pour tout le monde, pour toutes les cellules du corps. Mais du moment où on coupe les glucides de notre alimentation, le foie, un de ses travaux, super facile pour lui, il a la recette, c'est dans son ADN, va fabriquer des corps cétoniques qui vont devenir un carburant supplémentaire. Le cerveau apprécie particulièrement les corps cétoniques. On a un chercheur ici au Québec qui s'appelle Stephen Kuhnen, qui est à l'Université Sherbrooke, qui s'intéresse particulièrement à ça. Et il a brillamment démontré que en présence de sucre et de corps cétonique, donc pas nécessairement une personne en cétose, mais une personne chez qui on met dans la circulation et du sucre et des corps cétoniques qui ont été radiomarqués, donc on a pu voir à l'imagerie, mais quand on met des cétones en circulation, on voit le signal augmenter au niveau du cerveau, pouvant démontrer que le cerveau a même une préférence. Certaines cellules du cerveau, en présence des deux, un peu comme un buffet, vont choisir de prendre des corps cétoniques. Les corps cétoniques, on dit souvent que c'est un carburant vert. Donc, c'est un carburant efficace, puis c'est un carburant qui va moins faire de radicaux libres. Bien, on peut penser que pour le cerveau, les neurones, qui sont des cellules extrêmement énergivores, qui ont besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie, donc qui ont besoin de faire beaucoup, beaucoup d'ATP, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de ressources pour pouvoir le faire. L'utilisation d'un corps cétonique, d'une cétone, c'est favorable parce que c'est plus efficace. Et là, on ne va pas rentrer, parce que ça pourrait être le sujet d'un autre jasette transatlantique, mais quand le cerveau n'a pas accès à de l'énergie, pour plein de raisons, c'est d'ailleurs une conséquence de la résistance à l'insuline, là, ben, il y a de la difficulté à récupérer le glucose. Fait que prenons une personne qui mange une alimentation plutôt standard, qui n'a pas réduit les glucides dans son alimentation, puis mettons qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fluctuations, beaucoup de glycémie qui monte et qui descend, beaucoup d'insuline. Les cellules deviennent résistantes au message. Dans le cerveau, il se passe la même chose. Donc, on peut avoir beaucoup de glucose disponible, mais peu d'insuline disponible. Donc, les neurones se retrouvent un peu dans un état de famine. Et ça, c'est particulièrement vrai pour le lobe frontal et pour l'hippocampe, qui sont deux structures clés pour, un, avoir de la mémoire, faire des nouveaux apprentissages, prendre des décisions, être capable de bien fonctionner dans la journée. Alors, si on prend ces neurones-là qui peuvent être en état de famine parce que le corps et le cerveau peuvent être devenus résistants à l'insuline, mais comme ces neurones-là ne sont pas capables de se nourrir, ne sont pas capables de faire de l'énergie, ils sont plus au ralenti. Ils ont plus de difficultés à faire leur travail. Alors, quand on a une alimentation cétogène,
qui fait des corps cétoniques ou encore Ou quand réduite on en jeûne, glucides, quand on oui, ben jeûne. oui, et le jeûne, ou réduite en glucides, c'est-à-dire qu'on a une stabilisation de la glycémie et de l'insulinémie. Et quand on jeûne, donc on réduit la quantité de nourriture qui rentre, la glycémie va baisser et se stabiliser. L'insuline, même chose. Ça, on va créer des corps cétoniques en jeûne, hein. Quand on prolonge le jeûne, on va créer des corps cétoniques. Et là, soudainement, le cerveau se retrouve avec de la nourriture, se retrouve avec de l'énergie, est capable de fonctionner d'une façon plus optimale. Et c'est ça le genre d'état d'éveil que beaucoup, beaucoup de gens vont noter ou en jeûnant ou en étant en état de cétose à travers une alimentation très réduite en glucides, donc une alimentation qui va mettre les gens en cétose nutritionnelle. C'est ça le genre d'état. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, ultra rapidement, les corps cétoniques ont la réputation, et on le voit dans la mécanique, qu'elles sont anti-inflammatoires. En fait, quand on a des corps cétoniques, on a une réduction globale de l'inflammation. Bien, évidemment, si l'inflammation n'est pas bonne dans le corps, elle l'est encore moins pour le cerveau. Le cerveau étant une petite structure, hein, le cerveau, c'est gros comme vos deux mains qui sont jointes ensemble. Ben, le cerveau, c'est une petite structure très, très, très compacte, ultra, ultra énergique, énergivore qui a besoin. Ben, l'inflammation du cerveau, l'inflammation des tissus nerveux, c'est vraiment pas positif. Alors, quand on a des corps cétoniques dans la circulation, que ça abaisse notre niveau général d'inflammation, ben ça aussi, c'est favorable pour favoriser l'état d'éveil ou l'état plus positif ou une meilleure capacité de notre tissu nerveux à faire son travail. Donc ça permet peut-être aussi d'y voir plus clair. Et d'où l'intérêt aussi, toutes les explications que tu viens de nous donner dans les pathologies qui vont toucher à tout ce qui est système nerveux justement, que ce soit la maladie d'Alzheimer, que ce soit l'hyperactivité dont tu parlais tout à l'heure, ou bien des épilepsies, etc. Alors j'ai Exact. une autre question pour vous, Sophie et Evelyne. Si jamais il y a des médecins ou d'autres praticiens de santé qui ont envie de suivre votre chemin en fait et d'accompagner leurs patients pour retrouver la santé et puis l'autonomie aussi au niveau de la santé, quels conseils vous leur donneriez? Quelles recommandations vous leur donneriez aujourd'hui? J'en ai un, moi, un conseil. Si ce que vous venez d'entendre, ça allume, ou il y a un petit éclair de dire, ah, quelque chose d'autre existe, allez lire. Il y en a de l'information disponible. Il y en a des écrits scientifiques. Il y a des études randomisées contrôlées. Il y a des données robustes. Et l'état de cétose, c'est pas quelque chose de 2020, là. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver, là. Nos ancêtres ou les ancêtres de nos ancêtres n'avaient pas les restos, n'avaient pas les collations, n'avaient pas les trucs à boire très, très, très chargés de sucre, n'avaient pas des produits hyper transformés. Ces gens-là mangeaient local, mangeaient vrai, mangeaient frais, mangeaient selon la saison. Et bien évidemment, si on retourne vers ces habitudes-là, on va retourner vers une santé plus optimale qui ressemble à celle de nos ancêtres. Donc, si le moindrement, vous avez, dans ce qu'on vient de dire, il y a quelque chose qui fait OK, il existe peut-être quelque chose d'autre, allez lire. Ça existe, il y en a de la lecture. Plus vous allez avoir accès à ces écrits-là, plus vous allez pouvoir vous faire votre propre idée. En fait, même pour faire sa propre idée, ça peut être bien de l'essayer parce que c'est pas parce qu'on est un médecin ou un professionnel de la santé qu'on est en parfaite santé soi-même, hein, toujours. Donc, si ceux qui nous écoutent peut-être ont un peu de surpoids, un petit peu d'hypertension qui commence, un petit peu d'apnée du Un sommeil, diabète. une petite stéatose hépatique légère vue à l'échographie, là, puis on sait pas trop. Peu importe, une maladie qu'on pourrait dire chronique associée au style de vie qui n'existait pas vraiment il y a 200 ans. Ben moi, mon message, ce serait essayez-le donc pour vous-même. Lisez, comme Sophie dit, sachez que ce que vous faites, pas faire n'importe quoi, mais essayez-le pour vous-même. Puis c'est ça va vous convaincre plus que quoi que ce soit, je pense, quand on le vit soi-même. Ah, Sophie, toi, t'as perdu une quarantaine de kilos, entre autres choses, Non, vas-y, alors que 40, non, c'était 80, l'histoire, 80 livres, 40 kilos, oui, oui. oui, c'est ça, alors que c'était l'histoire de ta
vie et tu as Oui. maintenu cette perte de poids parce que c'est quand même relativement facile de perdre du poids et le reprendre tout de suite après. Donc, maintenir la perte de poids, c'est ça le vrai défi. Moi aussi, une quinzaine de kilos que j'ai perdu, mais c'est surtout toute mon énergie et la clarté mentale et un meilleur système immunitaire. Bref, j'ai eu beaucoup d'améliorations moi aussi pour ma propre santé et c'est ça qui m'a vraiment convaincue que si c'est bon pour moi, c'est bon pour mes patients aussi, c'est bon pour mes enfants, c'est bon pour mon entourage. Donc, essayez-le. Et comme Sophie, hein, ton beau-frère, que tu n'as pas nommé, mais ton beau-frère qui t'avait convaincu en te disant, c'est juste de la bouffe, qu'est-ce que tu as à perdre, c'est juste de la bouffe? Ben, je dirais, vous avez quoi à perdre? Ce n'est que de l'alimentation. Si ça ne vous convient pas, ben, le repas suivant, vous retournez à vos anciennes habitudes de vie et voilà, c'est terminé. C'est sans séquelles permanentes. Merci. Et peut-être on peut ajouter que si des médecins, par exemple, ont envie d'essayer et de proposer ça à leurs patients, il faut qu'ils prennent aussi un peu le temps à la fois de se renseigner, comme vous l'avez dit, mais peut-être aussi de plus écouter et de plus expliquer, de prendre ce temps-là pour parler, pour échanger, pour éduquer quelque part, pour amener de l'information. C'est aussi très important. Oui, absolument. Malheureusement, ça n'est pas rapide. Ce n'est pas comme je vous prescris un cachet et voilà, bonjour. Ça prend le temps, mais euh, si votre patient revient vers vous et qu'il va mieux et qu'il est content de ses changements, de ses améliorations et que sa santé va mieux, je pense que vous allez beaucoup plus aimer votre pratique comme médecin ou comme professionnel de la santé parce que je pense que c'est beaucoup plus satisfaisant quand on aide réellement que nos patients vont mieux que quand on fait juste les voir un à la suite de l'autre et puis ils vont de pire en pire et c'est toujours la même histoire et on donne toujours les mêmes pilules, les mêmes cachets puis il y a un certain découragement qui peut s'installer et pourtant si vous êtes médecin, si vous êtes un professionnel de la santé, c'est que dans votre cœur, en quelque part, dans votre parcours jadis, il y a eu la flamme, il y a eu l'intérêt d'aider et de changer le monde. Donc, reconnectez-vous avec cette flamme-là et prenez le temps d'enseigner, d'expliquer et d'accompagner vos patients. Et ça, vous allez probablement retomber en amour avec votre profession. Du moins, vous allez probablement augmenter nettement votre satisfaction professionnelle. Et à propos d'éducation et de formation, vous organisez très très prochainement le sommet de la santé métabolique. Comment ça se passe? Eh bien, puis on a le bonheur et le plaisir que tu aies accepté de donner une conférence. Merci encore. Oui, le Sommet de la santé métabolique, c'est la deuxième édition. Evelyne et moi avons eu cette idée un peu folle l'an dernier d'offrir un sommet. Puis enfin, on pourrait maintenant appeler ça un congrès parce qu'un sommet, habituellement, c'est quelque chose de petit et de superficiel, ou en fait qui dure peu de temps. Notre sommet dure 4 jours. 10 conférences par jour. Chaque conférence est disponible pour être écoutée pendant 24 heures gratuitement. Donc ça fait partie de notre mission à Evelyne et moi de rendre l'information sur la santé métabolique et la très grande majorité de ces piliers, hein, parce que on a parlé beaucoup d'alimentation, de changement d'alimentation et de non-alimentation à travers le jeûne aujourd'hui, mais il existe aussi des changements qui peuvent être faits dans le mouvement, dans la gestion du stress, dans le sommeil et tout ça. Donc, c'est à prendre aussi en considération dans son ensemble. Oui, l'alimentation, c'est un pilier central. On peut faire énormément de sport puis pas arriver à ses objectifs si Evelyne dit avec brio qu'on ne peut pas aller plus vite que sa fourchette. Donc, voilà, le sommet, c'est 42 professionnels et experts de la santé, plusieurs médecins, je sais pas, j'ai pas le décompte exact, mais c'est entre 15 et 18 médecins et médecins spécialistes qui nos 42 conférenciers, ce sont des passionnés de santé métabolique, ce sont des praticiens, des cliniciens. Ces gens-là sont à jour dans la littérature scientifique, ils vont nous partager leur expérience, vont nous partager tout simplement leur passion. Donc, inscrivez-vous, sommetmétabolique.com. Vous allez avoir un accès gratuit à chaque conférence pendant 24 heures. Si jamais vous êtes du type
papier, crayon, puis réécouter, puis vous inspirer tout au long de l'année. On a même un pack de premium qu'il s'appelle pour vous donner accès pendant plus longtemps, qui inclut plusieurs bonus. Donc, vraiment, sommetmétabolique.com. L'an passé, hein, Annelise, on a eu presque 10 000 personnes qui se sont inscrites à ce sommet. À peu près un tiers venait de l'Europe francophone. Et on espère cette année, ça serait le fun de doubler ce chiffre. Mais ce qui est important de souligner, en fait, c'est que cet événement de 4 jours, qui est entièrement en ligne, entièrement gratuit, est en français, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent des États-Unis ou même du Royaume-Uni, mais c'est toujours en anglais tout le temps. Et ce n'est pas toutes les personnes, disons, qui sont à l'aise dans la langue de Shakespeare. Et donc, de créer un événement. La langue de Molière? C'est pas toutes les personnes qui sont à l'aise dans la langue de Shakespeare. Donc, oui, dans ce sens-là. Ouais. Donc, créer un événement dans la langue de Molière pour faire profiter, en fait, les francophones qui veulent avoir de l'information à jour. Vous savez, le Québec, c'est tout petit dans une grande mer on est 7-8 millions de francophones au Québec et il y a 350 millions d'anglophones aux États-Unis, puis il y en a 35 dans le Canada. On est une petite île entourée d'anglophones, mais la planète entière est dominée par la langue anglaise. La science est dominée par la langue anglaise. Donc, d'avoir accès à un événement entièrement en français, c'était important pour nous, pour donner accès. Nous, on est parfaitement bilingue, on y a accès à cette information-là. Fait qu'une de nos missions, c'est de prendre cette information à jour en anglais, ce qui se fait ailleurs, et de transmettre ça en français, de vulgariser et de donner accès. Donc, inscrivez-vous. C'est gratuit. Vous pouvez acheter le pack, vous pouvez ne pas l'acheter. Dans un cas comme dans l'autre, vous devez vous inscrire pour avoir accès aux conférences gratuites. Chaque conférence est gratuite pendant 24 heures, qu'on soit en France ou qu'on soit au Québec. Et c'est le même 24 heures. Donc, inscrivez-vous, sommetmétabolique.com, et on a hâte de vous y voir. On a très hâte de voir ta présentation, Annelise. Je mettrai le lien, bien sûr, du sommet également sous la vidéo. Et puis, bien sûr, si on veut vous retrouver, si on veut avoir plus d'informations sur vous, vous avez chacune votre site web. Donc, je mettrai les liens également sous la vidéo. Et puis, vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages. Alors, j'ai vraiment adoré inverser le surpoids et le diabète parce que c'est aussi très bien pour les scientifiques et en particulier pour les médecins. Vraiment, je recommande ce livre. Et puis, comment jeûner, la cuisine méditerranéenne métabolique. Enfin, on a vraiment de la ressource, en tout cas, quand on veut s'y intéresser et surtout s'y mettre. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Evelyne, pour ce moment d'échange, cette jacasserie, comme vous dites, et j'adore ce terme. Merci beaucoup. Et on aura encore beaucoup de choses à discuter parce que j'ai encore beaucoup de questions pour vous. Mais ce sera pour une prochaine fois. Merci à toutes les deux.